Hey, salut les joueurs! Tant qu'à parler de droit criminel, j'ai décidé de faire un bref résumé de l'historique du droit criminel au cours des 1000 dernières années. Parce que, comme on dit souvent, c'est en sachant d'où on vient qu'on sait où on s'en va. Notre droit criminel au Canada prend sa source il y a environ 1000 ans en Angleterre. À ce moment-là, c'était les rois qui prenaient les décisions pour juger les gens. Mais c'était vraiment un droit basé pour dissuader les gens de commettre des crimes. Et en même temps, il y avait un caractère de réparation. Donc, c'était un peu punir les gens au niveau criminel et obtenir une réparation des victimes. Donc, un mélange un peu entre le droit criminel et le droit civil actuel. C'était un mix un peu étrange entre les deux. Mais c'était un droit basé beaucoup sur la vengeance et la dissuasion des citoyens de l'Empire. On parlait beaucoup à ce moment-là de mise à mort automatique, on parlait d'amputation, de mutilation. C'était un droit criminel qui était très violent et c'est le roi qui décidait tout ça. Vers le 14e siècle, les rois ont commencé à nommer des juges de paix qui commençaient à gérer un peu les citoyens quand des actes étaient commis en l'absence du roi. Ensuite, vers le 16e siècle, les juges de paix nommés par le roi commençaient à avoir des pouvoirs pour étudier des preuves, pour voir si ça valait la peine d'amener le citoyen vers un procès. C'est l'équivalent un peu de nos enquêtes préliminaires aujourd'hui en droit criminel. L'enquête préliminaire est un mini-procès qui permet de voir est-ce que ça vaut la peine d'aller faire le vrai et gros procès un peu plus tard, oui ou non. Donc, on a ça aujourd'hui et ça date, sa source depuis le 16e siècle. Au 16e siècle aussi, les juges de paix gagnent le droit de faire des enquêtes pour remise en liberté, décider si la personne, le citoyen de l'Empire, allait rester détenu en attendant son procès, ou si on pouvait le remettre en liberté parce qu'il n'était pas un danger envers les autres citoyens de l'Empire. Mais regardons maintenant comment est-ce que le droit criminel s'est transposé ici au Canada. En 1760, ici le Québec, qui était l'ancienne Nouvelle-France, tombe sous la conquête anglaise et devient sous la juridiction de l'Angleterre. Ce qui fait que le droit de l'Angleterre que je viens d'expliquer est maintenant transposé ici au Québec et pour tout le reste du Canada en fait. Le droit criminel continue ensuite à évoluer. En 1835, c'est l'année où on permet enfin à des accusés d'avoir les services d'un avocat pour se défendre en cas d'accusation en matière criminelle. Ensuite, en 1867, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique rentre en vigueur, qui est notre première grande constitution ici au Canada, qui aujourd'hui on appelle la loi constitutionnelle de 1867. Et c'est dans cette loi-là qu'on vient consacrer le fait que c'est le fédéral qui va gérer le droit criminel sur tout le territoire du Canada, peu importe les provinces, tout le monde a le même droit criminel d'un océan à l'autre. Ensuite, en 1893, c'est là que le premier Code criminel canadien va rentrer en vigueur. Pour la première fois, on a une loi écrite de A à Z qui explique quels sont les crimes qui seront interdits ici au Canada. En 1982, tombe en vigueur la Charte canadienne des droits et libertés. C'est une autre constitution qui fait suite à la constitution de 1867, mais dans laquelle on va prévoir des moyens de protection du citoyen contre les agissements abusifs de l'État. Donc, il y a 1000 ans, on avait l'État par le roi qui décidait de tout, et le but était de punir les citoyens. Et on se retrouve en 1982 où on protège les citoyens des agissements de l'État. Donc, on a fait beaucoup de chemin en 1000 ans. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec l'ancienne volonté des rois de dissuader le public avec des sentences lourdes? L'article 718 du Code criminel canadien vient prévoir 6 objectifs dans la loi que le juge doit rencontrer quand il impose une sentence à un accusé. Parmi les 6 objectifs, il y en a 2 dont le but est de dissuader les délinquants de commettre des crimes. Donc, un peu comme il y a 1000 ans, en essayant de dissuader les autres personnes de commettre des crimes, on va imposer une sentence lourde.
Et il y a un autre objectif qui est de tenter de réhabiliter l'individu. Et souvent, la réhabilitation de l'individu passe pas nécessairement par une sentence lourde qui, elle, est utilisée pour dissuader le public. Donc, on a des objectifs qui vont un peu à l'encontre l'un de l'autre. Et on remet ça dans les mains du juge. Un peu comme si au Canada, on avait choisi de ne pas choisir entre l'un ou l'autre et on laisse ça dans les mains du juge. L'impact, c'est que souvent, quand on se retrouve devant le juge, l'avocat de la défense, souvent, va plaider la réhabilitation de l'individu pour avoir une sentence moins lourde, alors que le procureur de la couronne, le procureur de la poursuite, de son côté, va souvent essayer de parler de dissuader les individus. Alors, quand on se retrouve devant le juge, qu'est-ce que le juge va choisir entre ces deux possibilités-là? Dissuader le public avec une sentence lourde ou réhabiliter l'individu avec une sentence plus adaptée à la personne? Eh bien ça, tristement, ça va dépendre devant quel juge vous passez. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu. Hey, salut les joueurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, on en a plusieurs autres sur le site web et sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller cliquer pour vous abonner pour être avisé à chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui voudraient m'encourager davantage, vous pouvez également m'encourager en passant par ma page Patreon. Toutes les contributions sont grandement appréciées et ça me permettra peut-être de rajouter plus de cartes dans votre jeu.